On ouvre la page judiciaire avec Marine Le Pen et on va écouter Célia Barotte puisque c'était la dernière journée hier. Alors le jugement c'est le 7 juillet. 7 juillet à 13h30. Et paraît-il que le 7 juillet c'est le jour où le procès Jeanne d'Arc a été annulé. J'ai entendu ça ce matin, c'est une date assez historique. Vous voyez un lien ? Non, mais c'est. Moi, je vois aucun lien. Mais c'est vrai que Jeanne d'Arc a souvent été l'icône du Rassemblement national, du Front national. Et on se souvient que Jean-Marie Le Pen allait rendre chaque 1er mai hommage à Jeanne d'Arc. Absolument. Donc, comment ? Toute la France. C'était une écoute même du Parti communiste, vous savez. Oui, alors Jeanne d'Arc, elle avait été ces dernières années un peu récupérée par la droite quand même, non ? Oui, non. Elle a été aussi abandonnée. Cet héritage en déshérence, oui. Donc le Rassemblement national, le Front national s'en a été saisi. Mais ça a été une icône de la Troisième République. C'est le paradoxe de cette sainte de la patrie. Bon, je salue Alexandre Jardin qui est très au fait de la PPE et qui me dit est-ce que je peux venir demain matin ? Et comment ? Et comment, Alexandre ? C'est comme ça qu'on vient sur votre plateau. Et comment, bien sûr. Au lendemain de l'annonce de la PPE 3, je vais structurer toute la résistance, dit-il. Et comment ? Et comment ? Les gueux changent de nature, c'est la plus grande atteinte à la démocratie. Est-ce que je peux venir seul, dit-il, ou avec maître William Hazan qui va attaquer devant le Conseil d'État ? Venez donc, on verra. Ben, ça se passe comme ça, c'est facile finalement de venir dans notre plateau. Ben, on invite plein de gens, ils veulent pas venir. Donc ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Au contraire. Alors écoutons Célia Barotte au procès Le Pen, c'était le dernier jour hier. Ma cliente vous confie l'ouvrage de sa vie. La question est de savoir s'il terminera ici ou s'il pourra être rebâti. C'est avec ces mots que Rodolphe Bosselut a terminé sa plaidoirie. Pendant presque 5 heures, les avocats de Marine Le Pen ont encore une fois plaidé sa bonne foi, n'ont pas demandé de traitement de faveur au motif que l'élection présidentielle approche. Ils ont souligné l'absence de risque de récidive et pour eux, si l'affaire n'est pas politique, les conséquences le sont. Maître Bosselut a insisté en expliquant que ce n'est pas parce que la décision de première instance a mis la barre trop haut qu'il faut en faire une base de départ. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction de Maître Bosselut en sortie d'audience. Il dit avoir l'impression que la Cour a pris la mesure de la complexité du dossier. La Cour prendra le temps qui lui est nécessaire. Je constate simplement que devant cette juridiction, nous avons pu développer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'écoute, un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de droit et qui devront être tranchés. Alors, quelle peine serait la plus adéquate pour Marine Le Pen ? Selon son avocat, je cite, du sursis à l'évidence, proposant au pire une peine d'avertissement en partie ferme pour couvrir la peine d'inéligibilité déjà exécutée. Réponse le 7 juillet prochain. 7 juillet 1456. Annulation du procès fait à Jeanne d'Arc. Une première enquête fut ouverte par l'Université de Paris qui a entendu les 4 dominicains, Isambard de la Pierre, Martin Ladvenu, Jean Toumouillet et Guillaume Duval, témoins du supplice de Jeanne d'Arc. C'est évidemment anecdotique. C'était après sa mort. Ah bah oui, ça, c'est après sa mort. Oui. C'est ça que la comparaison. J'entends bien. Est-ce que les juges, c'était la question qu'on posait hier, est-ce que les juges font de la politique ou est-ce que les juges jugent en droit, Maître Garbarini ? Vaste question. Les deux. Les deux, ils sont. Moi, je l'ai toujours dit, ça. On attribue aux magistrats du siège, bien évidemment, les vertus d'impartialité. Et ils l'ont, cette vertu. Maintenant, ça reste des femmes et des hommes qui rendent une décision. Et ils ne peuvent pas être impactés également par le contexte, d'une part, et également leur propre vie au sens large, c'est-à-dire culturelle, religieux, leurs propres opinions politiques. Ça ne devrait pas rentrer en compte, mais forcément, ça, c'est également un facteur qui a été pris. Moi, je sais, parce que je connais très bien Rodolphe Bosselut, qui est un ami et qui est vraiment un avocat de talent. Il a très bien défendu Madame Le Pen. J'ai pu converser avec lui. L'audience s'est beaucoup mieux passée qu'en première instance. C'est-à-dire que les débats, mais c'est souvent le cas devant la Cour,
devant la Cour, il y a une écoute, on va dire, plus apaisée, toujours. Le tribunal, c'est vraiment toujours agressif au sens judiciaire du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est sur le ring. La Cour, il y a une écoute, il y a davantage de recul qui est pris par les magistrats. Ils ont pu développer leur défense qui est très juridique, pour justement démontrer que la poursuite qui a été faite par le parquet national financier est une poursuite qui juridiquement n'est pas fondée en droit. D'ailleurs, ils l'ont changé en cours de route, puisqu'au début, ils étaient poursuivis pour escroquerie et abus de confiance. Et en fin de course, la poursuite est différente, puisqu'on est sur des détournements de fonds publics européens. Donc on est dans une situation qui est très juridique. Bien évidemment, on ne peut pas gommer ce qui s'est passé en première instance. C'est-à-dire que même s'il y a la présomption d'innocence du fait de l'appel, la motivation du jugement, eh bien, elle a quand même son intérêt, puisque d'ailleurs les avocats la plaident en disant le tribunal a dit que ça. Donc vous voyez, on ne le balaye pas complètement. Le tribunal a dit que ça, vous ne pourrez pas confirmer ce qu'a dit le tribunal pour telle et telle raison. Donc il y a un appui. Donc il m'a dit, et je le crois qu'il est assez confiant. Ensuite, j'ai lu le papier du Figaro ce matin du chroniqueur judiciaire Stéphane Durand-Soufflant qui a suivi le procès, où il dit vraiment que la défense de Marine Le Pen, elle a pas mal torpillé les réquisitions du parquet. À la fin, on a toujours cette difficulté, et ça, je ne sais pas comment la Cour l'appréciera, c'est ce fameux mail ou courriel, pour parler mieux français, du parlementaire européen Schaffhauser, pardonnez-moi si j'écorche son nom, à Valerand de Saint-Just, et avec Valerand de Saint-Just qui répond en disant oui, mais Marine le sait tout ça, alors que dans le mail. Donc ça, c'est la difficulté de ce dossier. Est-ce que la Cour passera outre parce que les éléments précédents juridiques l'ont démonté? Et pour faire un peu, j'allais dire, plus l'avocat, on sait que quand on a une défense forte, même si elle ne permet pas la relaxe, mais que vos arguments sont entendus, ça joue sur la peine. C'est-à-dire que la culpabilité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir, en effet, une peine prononcée, mais avec une éligibilité beaucoup moindre. Alors écoutons Sandra Chirac-Colaric, qui est l'une des avocates de Madame Le Pen. La peine juste, c'est toujours une réponse difficile à apporter. Si la Cour ne nous suit pas dans notre argumentaire, il est évident que nous considérons qu'il faut une peine adaptée. Alors une peine adaptée, évidemment, on voit où vous voulez en venir. L'inéligibilité, c'est ça que je pose la question. On est bien d'accord. C'est le seul critère qui compte pour vous. Vous serez, et elle sera satisfaite s'il n'y a pas d'inéligibilité trop longue qui l'empêche d'être candidate. C'est ça le seul critère? Le seul critère, en tous les cas, c'est un sujet, puis c'est surtout une réalité pour notre cliente. Et d'ailleurs, elle prendra, et c'est ce qu'elle a indiqué, sa décision au moment de l'arrêt de la Cour d'appel concernant les suites qui la concernent. On ne peut pas enlever de l'équation le fait qu'il va y avoir des conséquences sur un plan politique. Évidemment. Et Rodolphe Bosselu, qui est le deuxième avocat de Madame Le Pen, a pris la parole aussi. Pendant un mois, on a parlé de droit, ce qui est parfaitement normal, c'est l'endroit. Mais on a aussi constaté qu'il y a une sorte de sidération dans ce dossier où on considère que la politique entre par toutes les portes. Mais la politique entre par toutes les portes parce qu'il y a eu une décision de première instance qui a prononcé une exécution provisoire dans des conditions qui sont manifestement disproportionnées. La décision de Marine Le Pen sur la candidature se prendra après leur décision. Et quand je dis après leur décision, et c'est pas une menace vis-à-vis des juges ou une pression quelconque, c'est que imaginez qu'on va prendre une décision au moment où une éventuelle cassation interviendrait n'a pas de sens. Et puis, pour être tout à fait complet, écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Et quand bien même Mme Le Pen serait condamnée, et quand bien même elle fera un pourvoi à la Cour de cassation, je me suis assuré que ce pourvoi soit rendu avant l'élection présidentielle. Moi, je constate quelqu'un qui s'est fait violer attend 6 ans la condamnation de son auteur, quelqu'un qui a connu un meurtre dans sa famille attend 8 ans la condamnation de l'auteur. Et donc là, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la justice a été à l'écoute de l'enjeu démocratique qui était très important. Et donc, je ne pense pas que ce soit trop long. La justice fait son travail et elle le fait dans un dossier très complexe avec beaucoup d'enjeux. Pascal Pierre Garbarini. Oui, et il y a un élément nouveau qu'il faut se rappeler dans
dans le périmètre judiciaire de ce dossier, c'est qu'entre-temps, entre la décision du tribunal et l'audience de la Cour d'appel et donc son délibéré le 7 juillet, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel qui a expliqué qu'en matière d'exécution provisoire, d'une part, mais ça a eu également une incidence, le problème de la proportionnalité. Et ce point-là, il n'est pas neutre. Hein. Le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction de France. D'avoir mis dans le débat où les juges du fond sont obligés de motiver par rapport à la proportionnalité de la décision d'une peine, par rapport justement aux faits, à la personnalité de la personne, enfin du prévenu avant de la prononcer, va avoir une influence. Bon, il n'y a pas de pronostic à faire de toute façon. Vous n'en avez pas. Non, ce qui est sûr, c'est que la présidentielle peut être changée. Complètement, il y a plusieurs choses. Mayalène Trémollet. D'abord, hier, dans la salle d'audience, de fait, la plupart des avocats ont remercié pour la sérénité des débats la Cour. Et il y a un deuxième élément aussi que Maître Bosselu a intégré parfaitement dans sa plaidoirie, c'est celui de 2027, plus d'ailleurs que Maître Chirac-Collaric. Il a vraiment insisté sur le fait que c'était l'éléphant dans la pièce qui planait, que les juges ne pouvaient pas ne pas prendre leur décision sans tenir compte de ça. Il a quand même achevé sa plaidoirie sur le poème de Rudyard Kipling, « Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie », en expliquant que l'ouvrage de la vie de Marine Le Pen était désormais dans les mains de ces juges. Donc on sent que les juges devront prendre compte de cette question de la présidentielle. Ensuite, Gérald Darmanin, ce qu'il dit sur le calendrier, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a la question du dépôt des candidatures, il y a la question des affiches de campagne, du candidat qui est présenté par un parti, et ça prend quasiment 1 an. Donc même si la Cour de cassation allait très rapidement et que Marine Le Pen avait 3 mois pour se glisser dans un trou de souris et se présenter à la présidentielle, c'est pas vraiment l'idée qu'on se fait d'une vraie candidature. En fait, tout ce qu'on vient de voir a été complètement touché par Marine Le Pen quand elle a dit à CNews qu'elle ne concourrait pas à l'élection présidentielle si elle prenait plus de 2 ans d'inéligibilité. La question de l'exécution provisoire se pose même plus tellement parce qu'elle l'a dit, c'est-à-dire que si elle prend moins de 2 ans, elle sera candidate à l'élection présidentielle. Si elle prend plus de 2 ans d'inéligibilité, elle ne sera pas candidate. Et pour le coup, ce qu'on peut retenir, c'est quand même que l'élection présidentielle, elle commencera le 7 juillet 2026 parce que là, on est quand même dans une période d'incertitude un petit peu insupportable. Pour le RN, c'est très compliqué de mettre la machine en marche pour l'élection présidentielle. Mais quoi qu'il arrive, avec la Cour de cassation, parce que sans doute que Marine Le Pen se pourvoira en cassation, ça empêchera Jordan Bardella de faire une campagne sereine. C'est-à-dire qu'en janvier 2027 ou en février 2027, vous aurez quand même 2 semaines de l'élection présidentielle qui seront occupées par la décision de la Cour de cassation. À titre vraiment informatif, la Cour de cassation, elle rend son délibéré, en général, c'est 9 mois. Plus c'était tôt, mieux c'était pour moi, dit Marine Le Pen. Vous êtes bien silencieux, Richard Millet. Non, mais je suis fasciné par une chose. Je suis fasciné par l'ensemble de la classe politique française qui est d'une médiocrité insigne et la dimension peut-être historique. Contrairement à la classe littéraire, bien sûr. Non, qui est en dessous encore, si je puis dire, de la classe politique. Mais Marine Le Pen, qui est quelqu'un qui a une personnalité un peu plus, disons, développée, un peu plus marquante, et peut-être probablement historique avec cette date, vous voyez, c'est ça qui le contraste me fascine. C'est tout. Jordan Bardella, lors d'un festival basque, un mannequin à l'effigie de Jordan Bardella a été brûlé. L'événement a été organisé dans une école en partenariat avec la mairie de la ville de Hasparren dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce samedi 7 février, la petite ville des Pyrénées-Atlantiques célébrait son carnaval qui anime donc chaque année ses rues, costumes, musique, confettis. 7600 habitants, c'était une nouvelle occasion de défiler. Et dans une vidéo, donc vous voyez, Jordan Bardella est enflammé sur les rires de la foule rassemblée pour clore ce défilé. C'est des enfants. Ah bah là, ils ont 7-8 ans. Donc c'est une image quand même qui peut interpeller. Nous pouvons parler à l'instant d'un sujet qui nous a intéressé également, Thierry Brandac. Et Thierry Brandac, c'est un homme qui a été accusé à tort. Et je voulais vous montrer précisément ce sujet qui est de Thibaut Marcheteau. Regardez-le parce que ça va vous faire réagir. C'était un élu de Levallois-Perret. Tout commence en 2013, quand plusieurs lettres anonymes dénoncent Thierry Brandac, à l'époque directeur général des services techniques à la ville de Levallois-Perret, agissant avec favoritisme dans son activité pour son enrichissement personnel.
Après une longue enquête préliminaire, des écoutes et plusieurs perquisitions, il est mis en examen et placé en détention provisoire. Lorsque la porte de la cellule se ferme, 9 mètres carrés, vous manquez d'air. Ce fonctionnaire décrit sa détention et la vie avec son codétenu. J'ai été mis avec un détenu qui avait malheureusement tué quelqu'un. Donc c'est pas rassurant. Et c'était un indigent, sans hygiène et illettré. C'est une période que je n'oublierai absolument jamais. Il revient aussi sur les pensées sombres qui ont pu le traverser. On est obligé de penser au suicide. C'est obligatoire. Parce qu'on n'est pas fait pour être enfermé. Surtout quand on se sait innocent. En octobre 2016, il est libéré, jusqu'à son procès sous contrôle judiciaire strict. Impossibilité de quitter le territoire, de venir à Levallois, ni même de contacter certains membres de sa famille. Et puis vient enfin le verdict. En première instance et en appel, Thierry Bandrac est totalement blanchi. C'est fini. Et aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire que c'est fini. Après le soulagement de la relaxe, c'est un sentiment de rancœur qui le domine. J'en veux, alors je ne sais pas si c'est la justice ou si c'est les accusateurs, mais oui, j'en veux à ces gens-là. Encore en activité, l'homme de 65 ans est en train d'écrire un livre sur cette affaire qui lui aura volé plus de 10 ans de sa vie. Donc vous l'avez compris, c'est un ancien directeur des services techniques de la ville de Levallois. Il a été définitivement blanchi après plus de 10 ans de procédure. Il est même passé par la case prison, vous l'avez vu, accusé à tort. Il est resté quand même je ne sais combien de temps en prison. Sa vie a été évidemment détruite. Et ça a commencé en 2013 quand plusieurs lettres anonymes ont dénoncé Thierry Bandrac, qui était à l'époque directeur général des services techniques à la ville de Levallois-Perret, et qui est agissant avec favoritisme dans son activité pour son enrichissement personnel. Et après une longue enquête préliminaire, des écoutes et plusieurs perquisitions, il est mis en examen et placé en détention provisoire. Je peux vous dire que quand ça vous tombe dessus et que vous n'avez rien fait, ce qui est le cas, ça vous détruit. Et là, j'ai l'impression que l'État ou la justice ne répare pas beaucoup. Alors, si vous me permettez, il y a un premier constat qui est fait malgré tout, c'est que la justice fonctionne. Oui, 10 ans. Oui, mais il a finalement, après... la vie est détruite, mais la justice fonctionne. Il y a eu il a été relaxé, le parquet a fait appel, il a été relaxé devant la cour. Ensuite, pour aller directement, là, comme il a été en détention provisoire et qu'il a été totalement blanchi, il pourra saisir, alors vous me direz maigre consolation, mais il pourra saisir la commission de réparation pour les détentions préventives abusives. Et la détention provisoire en l'espèce, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle est adaptée ? Mais Pascal, je n'arrête pas de le dire, et notamment sur ce plateau, je le dis aujourd'hui, le délit, entre guillemets, d'argent, si vous me permettez l'expression, d'une manière large, est aussi réprimé de manière sévère que les crimes et délits dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire les vols, les viols, etc. C'est-à-dire qu'on met tout le monde sur la même ligne. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, lorsqu'il signe les statuts, il devrait être inquiété et se promener avec, comme son ombre, un avocat, parce qu'il est immédiatement, mais je plaisante pas, il est immédiatement pointé du doigt. Faites marcher la profession. Bien sûr, mais bien sûr, encore heureux. Bon, non, mais bon, c'est effectivement. Alors c'est un cas extrême, mais on va essayer de le recevoir, ce monsieur, et pour tout vous dire, on m'avait averti de son cas. C'est un chef d'entreprise que j'avais reçu ici sur ce plateau qui s'appelle Michel Moulin, que vous connaissez peut-être, qui m'avait alerté sur son cas, et il avait bien eu raison, parce que ces gens-là, il faut quand même leur rendre hommage. Ils sont passés par des moments difficiles. Et il n'oubliera jamais la prison. Ah ben oui, ça, je suis d'accord avec